Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer le cours de XML de la semaine 2. Donc, je partage avec vous mon écran, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà, on commence le cours XML ou Extensible Markup Language. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Extensible Markup Language ici? Alors, déjà, le mot, donc, Extensible Markup Language, donc, il y a trois mots, donc, XML, Extensible Markup Language. Donc, Extensible, cela veut dire que, contrairement à, par exemple, HTML, où on a des balises qui sont prédéfinies, donc, chaque balise a un sens et un objectif donné pour l'affichage, XML ici est extensible, dans le sens où il permet d'avoir des balises qui sont pas très définies, mais qui sont personnalisables. Markup, c'est un langage de markup, ça veut dire avec des balises et de l'information, d'accord? Et bien sûr, XML, c'est un langage. Donc, les objectifs, c'est de comprendre c'est quoi XML et son rôle, connaître la structure et les règles syntactiques d'un document XML et comprendre la notion des espaces de nom. Donc, on va avoir une introduction, la structure de données de XML, une présentation de XML, comment on peut structurer un document XML et les espaces de nom. Donc, imaginez qu'on a par exemple des pages jaunes. Donc, voilà, les pages jaunes, c'est un document qui contient une structure de données. Imaginez par exemple qu'on a aussi un dictionnaire. Donc, dans ce dictionnaire-là, imaginez que les mots dans le dictionnaire ne sont pas dans un ordre alphabétique ou un ordre structuré. Donc, combien de temps ça nous prendra pour chercher un mot spécifique, par exemple le mot arbre, tout en sachant que les mots sont dans un ordre aléatoire. Cela peut nous prendre beaucoup de temps, non? Donc, la complexité ici augmente significativement. Aussi, on peut avoir plus de taux d'erreur. Par exemple, imaginez que voilà, vous devez chercher un mot, par exemple arbre, dans une structure aléatoire. Donc, par exemple, le premier jour, vous avez une stratégie, vous commencez par la première page, puis la deuxième page, jusqu'à ce que vous trouviez le mot. Donc, le premier jour, ça va, deuxième jour, ça va. Ensuite, les jours qui suivent, le taux d'erreur va augmenter, vous n'arrivez plus à vous concentrer ou trouver le mot dont ça veut dire d'être concentré, comme le premier jour. Donc voilà, le taux d'erreur augmente et aussi la complexité augmente. C'est pour cela qu'on opte pour une structure de données où on a un ordre spécifique, que ce soit logique ou physique, d'accord, qui permet de structurer les données d'une façon qui permet d'augmenter la performance de notre système, par exemple. Donc voilà, on doit organiser d'une certaine manière les données, ce qui permet un traitement automatique de ces derniers plus efficace et rapide. On utilise donc une structure de données. Donc la structure de données ici, elle organise bien sûr l'information et elle est destinée à contenir des données afin de leur donner une organisation permettant ainsi de simplifier le traitement. Donc comme on a dit, le traitement, l'objectif, c'est de pouvoir simplifier et optimiser le traitement et donc baisser de manière significative la complexité d'une application informatique et diminuer le taux d'erreur. Voilà quelques exemples de structures de données. Par exemple, ici, on a un tableau, on a une liste chaînée, on a l'arbre aussi, comme vous pouvez voir. Donc, d'après vous, pour pouvoir utiliser le paradigme service, quelle est ici la structure de données qui est adéquate, d'après vous? Donc, comme on a dit, on a tableau, liste chaînée, on a l'arbre. Donc, pour développer des services web, on a une caractéristique qui est très importante, qui est la caractéristique de l'abstraction. Donc ici, la structure de données qui permet de satisfaire l'abstraction, c'est bien sûr l'arbre. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ordre ici, comme on peut voir la structure de l'information est naturellement abstraite du haut vers le bas. Donc plus on va vers le haut, plus l'information est générale, plus on va vers le bas, plus l'information est spécifique. Donc l'arbre permet de satisfaire l'abstraction. Donc, pour cela, on va utiliser dans les services web le principe d'abstraction et donc on opte pour une structure qui est l'arbre. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs langages qui ont été développés
permettant d'encoder un document structuré à l'aide des balises. Par exemple, on a le premier qui a été inventé en 1986 qui s'appelle le SGML ou le Standard Generalized Markup Language. Malheureusement, le SGML n'a pas été conçu pour pouvoir développer une structure qui est adaptée à Internet. Elle est aussi complexe dans le sens où elle représente un langage SGML qui est un langage différent de XML ou HTML ou d'autres langages qu'on connaît. Donc, il fallait apprendre ce nouveau langage. Donc, en général, SGML, il a été utilisé pour structurer des données électroniques, mais qui ne sont pas forcément adaptées à Internet. C'est donc pour cette raison qu'on a inventé le HTML en 1991, qui permet en fait d'afficher des données sur Internet. C'est ce qu'on appelle Hypertext Markup Language. Donc, HTML permet, c'est un langage de balise qui permet d'offrir donc un markup ou un matching entre la balise et son information pour pouvoir ensuite afficher cette information sur Internet. Le problème ici qui est survenu, c'est que dans HTML, toutes les balises sont prédéfinies. Par exemple, on a la balise H1, H2, la balise A, la balise P pour les paragraphes. Donc, toutes les balises ici ont une fonction prédéfinie donc comment l'afficher sur Internet. Et donc, on ne peut pas définir autre chose qu'une page web avec HTML. Par exemple, si on veut manipuler les informations de ce document, si on veut aussi transférer ces informations, on ne peut pas le faire avec HTML parce que HTML a été conçu uniquement pour afficher cette information sur une page web. C'est pour cette raison qu'on a opté pour le XML ou Extensible Markup Language. Pourquoi il est extensible? Parce que tout simplement, les balises ne sont plus définies, donc les balises sont personnalisables à 100%. Par exemple, je peux créer une balise prénom égale Khaled. D'accord? Dans HTML, cela n'est pas possible parce que les balises sont prédéfinies. Donc, cela permet en fait de structurer l'information d'une façon donc personnalisable pour pouvoir la manipuler, la traiter et aussi la transférer. Donc, comme on a dit, donc le SGML, c'est un langage qui n'est pas simple, qui est complexe, donc c'est un nouveau langage aussi. Le HTML, il n'est pas souple, donc parce que les balises sont prédéfinies. Et donc, le XML ici, il est plus simple que le SGML et il est plus souple que HTML. Donc, voilà, donc XML, on l'appelle, donc son abréviation, c'est Extensible Markup Language. C'est un langage de balises. Il est recommandé par le W3C. Il permet d'écrire, de structurer et d'échanger des données. Donc voilà, pourquoi maintenant utiliser XML? Tout d'abord, il est lisible. Donc les textes balisés avec du marquage, donc c'est facile à les lire, à les comprendre. Donc il est extensible dans le sens où, comme on a dit, les balises ne sont pas prédéfinies mais personnalisables, donc ils supportent les évolutions applicatives. On peut représenter n'importe quelle information de n'importe quelle application. Mise en forme aussi est aussi possible avec les feuilles de style. Par exemple, on peut lui ajouter du CSS. C'est un métalangage permettant la définition de langage adapté à des besoins variés. Donc, on peut avoir différents besoins, d'accord? Et il est supporté par les grands constructeurs comme IBM, Microsoft, .NET, Sun, etc. Donc, voilà à quoi ressemble un fichier XML. Donc, on parle ici d'arborescence, dans le sens où on a un arbre. Donc, l'arbre contient une seule racine, par exemple, dans ce cas, c'est recette, et il contient ce qu'on appelle des nœuds. Ingrédients, titre, catégorie. Le nœud ingrédient comporte, à la fin S, comporte plusieurs ingrédients. D'accord? Chaque ingrédient ici comporte un nom et une quantité. Donc, l'arborescence d'un document XML est la structure hiérarchique des nœuds. Pourquoi hiérarchique? Parce que on va du haut vers le bas. Donc, l'ordre ici, il est. Donc, on a une structuration de données du haut vers le bas dans une structure d'arbre. Donc, un document XML comporte essentiellement trois choses importantes. La première, c'est une prologue. La deuxième, c'est l'arbre des éléments, c'est l'arborescence. Et la troisième, c'est les commentaires. Maintenant, c'est quoi une prologue? Tout simplement, c'est la ligne qu'on met toujours au-dessus, au début d'un document XML, donc qui contient par exemple la version, l'encodage et la dépendance d'autres éléments.
Par exemple, ici, la version, c'est 1.0. L'encodage, c'est UTF-8. C'est pour tout ce qui est caractères spéciaux, tout ça. On sait comment les représenter avec l'UTF-8 et les encoder. Standalone égale yes, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance d'autres documents externes. Si standalone ici égale autre chose que yes, dans ce cas, ce document XML va dépendre d'autres documents externes. Donc voilà, on a la version, le codage des caractères et la dépendance de documents externes avec standalone. Donc ici, il est important de mentionner que la prologue, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement suggérée. D'accord? Il est vraiment important de mettre la prologue au début de votre fichier XML. Donc ensuite, on a, donc dans l'arborescence maintenant, on a les nœuds qui peuvent avoir trois formes. Donc soit des éléments, soit des attributs, soit des entités. Donc, les éléments s'ouvrent et se ferment par une balise. Vous le savez déjà, c'est un peu comme le HTML. Le nom de l'élément est repris dans la balise ouvrante et dans la balise fermante. Et vous avez l'information qui est à l'intérieur. Par exemple, ici, catégorie égale dessert. Donc, qu'est-ce qui fait XML finalement? C'est le mapping entre une balise et son information. Par exemple, ici, la balise s'appelle catégorie et l'information s'appelle dessert. D'accord? Les attributs maintenant. Les attributs se trouvent dans la balise ouvrante d'un élément. Par exemple, on en prend le cas d'ici en bleu de l'attribut unité égale G. Donc, on a ici une balise qui s'appelle quantité. Son information, c'est 100. Voilà. Et on lui ajoute un attribut qui est unité égale G. Donc, l'attribut se trouve dans la balise ouvrante, comme vous pouvez voir ici. L'attribut n'est pas repris dans la balise fermante. D'accord? Un élément peut contenir plusieurs attributs. Par exemple, on a plusieurs attributs, on peut les ajouter dans la balise ouvrante. Un même attribut ne peut pas être présent qu'une seule fois. D'ailleurs, il n'y a pas de sens d'avoir plusieurs mêmes attributs dans la balise ouvrante parce que tout simplement, ils vont s'écraser. D'accord? L'ordre des attributs n'est pas important. Ça veut dire ici, il n'y a pas une hiérarchie au niveau des attributs, contrairement aux éléments qui ont une certaine hiérarchie. D'accord? Dans les attributs, quand ils se trouvent dans un élément, à l'ouverture d'un élément, ils n'ont pas d'ordre quand il y a plusieurs attributs. La valeur de l'attribut est indiquée entre guillemets. Pourquoi, d'après vous, la valeur de l'attribut est indiquée entre guillemets? Tout simplement parce que toute information représentée dans un fichier XML n'a pas de type. Le contenu seulement est considéré. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, on fait abstraction du contenu et du type. On fait surtout une abstraction du type. On représente seulement l'information de tout ici, que ce soit dans un attribut ou dans un élément, est représenté sous forme de chaîne de caractères. Ce n'est pas un string, ce n'est pas un int, on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est juste une chaîne de caractères qui n'a pas été interprétée par rapport à son type. Donc ici, rappelez-vous toujours que dans XML, on représente uniquement l'information et jamais son type. Maintenant, vous pouvez vous demander quelle est la différence entre un attribut et un élément dans un fichier XML. Donc, pourquoi déjà quand on a un attribut, c'est différent d'un élément? On peut remarquer que l'élément peut avoir des sous-éléments. Est-ce que l'attribut peut avoir des sous-attributs ou des sous-éléments? Non. L'attribut, donc, dans ce cas, il est unique à son élément. D'accord? Par exemple, on peut prendre le cas d'une clé primaire. Numéro d'étudiant, par exemple, on a un tableau, une table et les étudiants, et on a une clé primaire. Est-ce que la clé primaire, il vaut mieux la représenter en tant qu'attribut ou en tant qu'élément? La réponse est, bien sûr, la première qui est en tant qu'attribut. Pourquoi? Parce que l'attribut, il est unique à son élément. Par exemple, le numéro d'étudiant, il est unique à cet étudiant. On ne peut pas avoir deux étudiants qui ont le même numéro d'étudiant. Il est en général de type simple. Type simple, ça veut dire il est int ou string ou float ou un type qu'on connaît déjà qui est simple, qui est représenté par tous les programmes. Ce n'est pas un objet. Et il n'est pas décomposable. S'il est décomposé, ça veut dire qu'il va perdre son sens. Par exemple, imaginez, on a le numéro d'étudiant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on peut le décomposer et il garde son sens? Par exemple, 1, 2, 3 seulement et 4, 5, 6, 7 seulement? Non. On ne peut pas le décomposer, donc il est indécomposable. Sinon, il va perdre son sens. Par exemple, ici, regardez comment on représente étudiant et l'attribut num étudiant égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc, un attribut, il est unique à son élément, il est de type simple et il est non décomposable. Si on a ces quatre conditions, ces trois conditions, donc on peut représenter un paramètre comme étant un attribut. Par exemple, on prend toujours l'exemple des clés primaires dans une base de données. Donc, en général, les clés primaires sont représentées comme des attributs. Voilà. Donc, voilà, on a fini avec les attributs. Maintenant, on passe aux entités. Donc, c'est quoi les entités? C'est en fait la façon dont on peut représenter les caractères spéciaux. Par exemple, supérieur à, comme vous pouvez le voir ici, on peut le représenter par and, GT pour dire greater than, et point virgule. Donc, remarquez ici que l'entité est toujours représentée par and au début, point virgule à la fin, et on met l'entité au milieu. Dans ce cas, notre entité, c'est GT. D'accord? Donc, les entités ont été prédéfinies afin de pouvoir utiliser les caractères réservés, par exemple supérieur, inférieur, and. Une entité est une chaîne de caractères commençant par un and et se terminant par point virgule. Une entité est remplacée par la chaîne de caractères qu'elle représente. Par exemple, ici, on va avoir, dans cet exemple-là, par exemple, le symbole supérieur. Voilà, avec ce qu'on a mis ici. D'accord? Voilà quelques exemples d'entités. Vous avez le AND, on le représente par AND imp. On a inférieur à, on le représente par LT pour dire less than. Supérieur à, GT ou greater than. Toujours un des points de virgule. Entre un des points virgule. La cotation, quotation, on la représente par quote. L'apostrophe par apos. Voilà un exemple. Message, salaire, LT, 1000. Cela veut dire qu'on va avoir salaire, LT pour dire less than, donc inférieur à 1000. D'accord? C'est comme ça que les entités sont interprétées. Les commentaires, vous les savez tous, comme dans le HTML, on a le point d'exclamation et de tiret, et ici de tiret et on ferme. D'accord? Donc, les commentaires sont ignorés lors de l'interprétation d'un document XML. Maintenant, on a toujours une seule racine dans un document XML. Pourquoi, d'après vous, une seule racine? Tout simplement parce qu'on veut avoir toujours un chemin de référence pour n'importe quel élément. Si on a plusieurs racines, on va avoir différents chemins de référencement. Donc, quand on a une seule racine, on s'assure qu'on a un seul chemin. C'est un peu comme la répartition C et D deux points, par exemple. Quand vous avez un fichier, vous ne pouvez pas lui accéder. Quand vous le mettez dans une seule répartition, pas dans les deux. Et quand vous y accédez, ça commence toujours soit par un C, soit pour un D. Et il y a toujours un chemin unique qui mène vers ce fichier-là. D'accord? Imaginez à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, il vous donne un chemin différent. Ce n'est pas possible si on a plusieurs racines, non? Donc, dans ce cas, on s'assure d'avoir une seule racine pour avoir un seul chemin de référence. Bien sûr, on peut avoir d'autres chemins ensuite, mais on a toujours une seule référence, chemin de référence, en ayant une seule racine. Donc, maintenant, un élément, il peut être vide. Par exemple, si par analogie avec HTML, on peut avoir la balise, par exemple BR, pour saut de ligne, au breaking rule. Cette balise n'a pas d'information, elle permet seulement l'exécution d'une fonction qui est un saut de ligne. D'accord? C'est la même chose pour XML, on peut avoir une balise qui est vide. On peut avoir une balise qui contient l'information, bien sûr, évidemment. Donc, par exemple, catégorie égale dessert. Ici, dessert, c'est l'information. On peut avoir aussi un élément qui contient des sous-éléments, ou en ce qu'on appelle les éléments fils. Par exemple, ici, ingrédient contient le nom et la quantité. Et nom et quantité, ils ont une information, beurre et quantité égale à 100. Donc, finalement, on peut avoir un élément qui est vide, un élément qui contient seulement une information, ou un élément qui contient des sous-éléments. Donc, voilà maintenant un exemple concret d'un document XML. Donc, comme vous pouvez le voir ici au début, on a notre prologue qui contient la version, l'encodage et la dépendance de fichiers externes, standalone. Et on a, c'est quoi notre racine ici? C'est le moteur à la fin S.
Donc, comme vous pouvez voir ici, la racine, c'est moteur. On ouvre le document après la prologue avec la racine et on ferme le document avec la racine. Maintenant, moteur à la fin S qui contient un élément qui se répète, un sous-élément qui se répète. C'est quoi? C'est moteur sans S maintenant. Si on a un élément qui se répète, cela veut dire quoi, d'après vous? Un élément qui se répète, comme ici, moteur, qui se répète une et deux fois, c'est tout simplement une façon de représenter une liste de moteurs. D'accord? Donc, rappelez-vous, dans XML, pour avoir une liste, tout simplement, l'élément se répète plusieurs fois. Donc, maintenant, on a cet élément moteur qui contient donc une marque égale à Peugeot. Donc, cette marque représente bien sûr une entité, un attribut. Donc, l'attribut ici, la valeur de l'attribut, elle est entre guillemets. On rappelle que ce soit pour les attributs ou pour les éléments, l'information est abstraite et ne contient pas de type. Tout est représenté sous forme de chaîne de caractères. Donc, le moteur, il a un attribut et il a aussi des sous-éléments. Trois sous-éléments, puissance, cylindrée et carburation. Donc maintenant, on a vu l'exemple d'attribut, on a un élément, on a une liste de sous-éléments, on a aussi des sous-éléments ici, puissance, cylindre, carburant, et on a aussi une entité. Voilà notre entité, and A and P, point virgule, pour dire double diesel, ou diesel et diesel. Donc voilà, on a une prologue au début, on a la racine qui est moteur à la fin S, on a des éléments comme carburant, cylindre, puissance et moteur sans S, on a des attributs comme marque égale à Renault ou marque égale à Peugeot, et on a des entités. Donc voilà, tout cela représente donc un document XML. Maintenant, est-ce que le document XML contient, comme on a dit, le type? Alors, pour répondre à cette question, on prend l'exemple ici d'une entité Java. Donc l'entité Java, elle a un étudiant comme classe. L'entité étudiant, il contient le numéro d'étudiant, le prénom et le nom. Vous remarquez ici que toute l'information ici, elle a un type. Par exemple, le numéro d'étudiant, il est de type int, le prénom, il est de type string et le nom, il est de type string. Maintenant, dans XML, voilà, on a notre étudiant. Donc, le numéro d'étudiant, est-ce qu'on le met comme un sous-élément de préférence ou comme un attribut? Comme on a déjà dit, le numéro d'étudiant peut être représenté comme une clé primaire et donc on peut le représenter dans XML comme un attribut. Le prénom, c'est un sous-élément, Khaled. Par exemple, on peut ajouter au prénom, on peut ajouter un préfixe. Dans ce cas, on peut le décomposer en nom, en prénom absolu et préfixe. Donc, peut être décomposé, par exemple. D'accord? Par exemple, on peut ajouter Monsieur Khaled, Docteur Khaled, voilà. Et le nom aussi, on a mis comme un sous-élément. Est-ce qu'ici, on représente les types ou pas? Est-ce qu'on peut voir si c'est numéro d'étudiant, c'est un int, le prénom, c'est un string, le nom, c'est un string aussi? Non, dans XML, on ne parle jamais de type de données. On représente seulement l'information. C'est pour ça qu'on dit que XML, il est fait abstraction des types de données. Il ne représente que la balise et son information. Donc, finalement, XML, on ne peut parler que de sa forme. On ne peut pas parler des types de données ou de fond. Donc, c'est pour cela que pour s'assurer que XML fonctionne, on parle seulement d'une structure bien formée. Donc, voilà ici. Donc, un document XML est bien formé si le document XML respecte la syntaxe XML. Ça veut dire qu'il respecte la structure. On a une racine, on a des éléments, des attributs et des entités. D'accord? Et il est bien formé dans le sens où, par exemple, les attributs, l'information est représentée entre guillemets. On a la balise ouvrante et formante. Dans ce cas, on dit que le document XML, il est bien formé. Maintenant, de quoi a-t-on besoin pour représenter les types, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple de Java? N'oubliez pas que notre objectif, c'est de pouvoir représenter un programme, que ce soit Java ou un autre programme. Donc, dans ce cas, ici, dans XML, on ne voit pas les types. Donc, de quoi on a-t-on besoin? On a besoin de ce qu'on appelle un autre fichier, par exemple DTD ou XSD, qu'on va voir dans le prochain cours. D'accord? Et ce fichier XSD ou DTD représente les types de données. D'accord?
Donc, finalement, comme on a dit, XML doit être bien formé et respecte la syntaxe XML, mais ne contient que l'information. Pour maintenant représenter les types, on a un fichier qui s'appelle XSD, par exemple, qui permet de représenter les types. Donc, je rappelle ici, XML, il fait le mapping entre la balise et son information. XSD, il fait le mapping entre la balise et son type. Et maintenant, on peut les valider ensemble. Et là, on va obtenir un programme opérationnel, comme par exemple Java, où on représente à la fois l'information et le type. D'après vous, pourquoi on sépare l'information de son type? Tout simplement pour satisfaire le principe d'abstraction. On veut que quand on échange de l'information avec XML, on fait abstraction des types. On ne représente que l'information. Maintenant, quand on veut représenter un programme, on ajoute à XML le fichier XSD et on valide le contenu de XML par rapport au type défini dans XSD. Par exemple, si on veut faire de la contrôle de saisie, on peut utiliser le fichier XSD qui représente les types pour s'assurer que les types sont bien respectés. Donc, pour faire cela, pour valider un fichier XML par rapport à son type, on passe par ce qu'on appelle les espaces de nommage. On va voir dans plus de détails c'est quoi les espaces de nommage, mais pour le moment, il faut se rappeler que XML ne représente que l'information et XSD ne représente que le type. Et pour s'assurer que notre programme est fonctionnel, il faut que l'information représentée dans XML est validée par rapport au type de données défini dans XSD. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, un programme comme étant, par exemple, un programme Java. Imaginez que donc, XML représente une instance de classe, d'accord? C'est bien sûr l'information XML, non? C'est de l'information. Donc, c'est plutôt une instance de la classe. Imaginez qu'on a la définition de la classe et de son type qui est représentée, par exemple, par XSD. Donc, par analogie, dans un document de XSD. Donc, XSD représente la classe Java, par exemple. Si on parle ici d'une correspondance avec Java, donc XSD va représenter la définition de la classe et XML représente une instance de la classe. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut valider cette instance-là par rapport à son type défini dans la classe. Donc, finalement, un document XML est valide si et seulement si il est bien formé. Au début, on vérifie qu'il est bien formé. Donc, ça, c'est la première condition. Une fois il est bien formé, qu'est-ce qu'on fait? On le valide par rapport à un fichier XSD. Et là, on me dit qu'il est valide et donc il peut représenter un programme. Donc, voilà un exemple de DTD ou de XSD qui représente la définition des types de données. On ne va pas utiliser DTD dans ce cours, mais on va juste le mentionner comme un exemple. Donc, DTD, c'est Document Type Definition. C'est une grammaire qui permet de définir une structure des types d'un document XML. D'accord? Le problème de DTD, c'est que c'est un nouveau langage qu'il faut connaître et apprendre. Dans ce cas, on a opté pour XSD qui appartient à la famille XML. Donc, dans ce cas, on a la même syntaxe que XML. Donc, on appelle aussi XML Schema ou schéma XML. Donc, un fichier XSD, on l'appelle aussi XML Schema et c'est un langage de description de format de document XML permettant de définir la structure et les types contenus dans un document XML. Cette définition permet notamment de vérifier la validité d'un document. Comment on peut vérifier qu'un fichier XML est valide ou pas par rapport à son contenu? C'est en passant par un fichier qui contient les types de données et les contraintes comme XSD ou DTD. Donc, en résumé, XML, c'est un langage de structuration de données. C'est un document qui est structuré à l'aide d'éléments et d'attributs. XML doit respecter les règles syntaxiques pour qu'il soit bien formé. Donc, on rappelle qu'il suffit de vérifier qu'il est bien formé, qu'il respecte la syntaxe XML pour dire qu'un fichier XML, il est bien formé. Donc, merci pour votre attention et on se retrouve très prochainement dans le prochain cours qui va bien sûr donner une meilleure idée sur ce que c'est XSD. Merci et à très bientôt.